La vérité avec recul, et soit dit en passant, j'ai publié en 2017 un essai politique sur le Togo et je t'invite, cher frère, de le lire. Tu peux le commander sur Amazon. Cet essai est intitulé Togo, le prix de la démocratie. Et le sous-titre, c'est Faits et méfaits d'un processus politique raté. Vous voyez, déjà, c'est ça. Et j'ai pu compiler euh, mes observations de citoyens togolais pour avoir eu la chance d'être actif aussi bien de la société civile, dans la presse et dans le monde culturel. J'ai été témoin actif de cette période-là. Et donc, j'ai pu accumuler pas mal d'informations, été témoin d'un certain nombre de réalités. Alors, est-ce que les tentatives de regroupement de l'opposition ou des oppositions à l'époque avaient échoué? En vérité, il y avait des cadres de collaboration qui existaient. Il y avait des cadres. Quand on prend l'opposition pure en tant que pour les partis politiques, il y a le collectif d'opposition démocratique, le code 1, le code 2 qui était là. Avant cela, il y avait d'autres organisations pilotées par plusieurs acteurs. Il y avait un certain nombre de leaders politiques qui ont compris que c'est nécessaire d'être ensemble pour que le peuple les suive. Ouais. Donc, déjà, le fait que ce cadre existe montre que le besoin a été compris et que le moyen d'action que constituaient ces collectifs était également compris par les leaders politiques de l'époque. Les syndicats étaient aussi très engagés. Tu sais que la grève générale de 92-93 a été lancée par un collectif à la fois de syndicats, de partis politiques, sociétés civiles et autres. Donc ça veut dire qu'il y avait une collectif qui a amassé assez large, au-delà du microcosme des partis politiques. Ce qui n'a pas marché, nous pouvons décortiquer ça. Mais d'ores et déjà, il faut dire que il y avait beaucoup de concertations, beaucoup de réunions qu'ils tenaient, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La première élection qui a suivi la conférence nationale, ça a été la présidentielle 93. À cette présidentielle-là, je crois que c'était le président de l'UTD, Union Togolaise pour la démocratie, Edem Kodjo, qui avait été désigné comme candidat unique de l'opposition. Ouais, donc, il n'était pas possible de parvenir déjà à une candidature unique si l'opposition ne se concertait pas. Les partis de l'époque se sont parlé et on a considéré que Kodjo était la bonne personne. Mais quand ce même collectif a évalué la préparation des élections, la façon dont les organes chargés de préparer, d'organiser ces élections se comportaient, eh ben, ils ont décidé de retirer leur candidat. Ouais. Donc, ça, c'est un acte ponctuel, mais qui démontre que, collectivement, des leaders de l'époque ont pu prendre des décisions ensemble. Est-ce que c'était une bonne chose de se retirer? C'est questionnable. Ça, c'était déjà la première fissure. À la suite de ça, je crois que l'opposition s'est beaucoup fragilisée. Au point que, à partir de 94, les premières élections législatives, ben, une partie de l'opposition a trouvé que c'était pas la peine de participer. À l'époque, on avait commencé à parler de participationnistes et de non-participationnistes. Ce qui n'a pas empêché UTD et CAR, donc les partis de Agboiba plutôt, Yaovi Agboiba et de Demkodio, de remporter la majorité malgré toutes les fraudes que le RPT a pu commettre. Ouais. Donc, c'est dire que déjà, moi, je veux déjà donner le crédit de la capacité d'action des opposants à se mettre ensemble. Ils ont appris très tôt à se mettre ensemble. Maintenant, il y a des frictions qui ont apparu parce que parfois, lutte de leadership, parfois, ils ne partageaient pas des objectifs communs. C'est ça qui a amené une partie de l'opposition, comme l'UFC à l'époque, qui était un des très grands partis politiques, à boycotter les législatives de 94. Et la suite, on l'a connue. Après ça, il y a eu la présidentielle de 98. Et on a connu, avant cela, on peut parler de l'attentat de Soudou, on peut parler d'une série de choses qui se sont passées et qui ont démontré que la cohésion était possible, mais parfois c'est la stratégie commune qui a fait défaut. Ouais. Parce que pour que des gens se mettent ensemble, pour que des organisations politiques se mettent ensemble, ben, il faut bien qu'ils se mettent d'accord sur des objectifs communs, sur des moyens, des ressources communes pour atteindre ces objectifs-là. Et aussi que le processus qui sera certainement évolutif soit compris par l'ensemble de ces acteurs. Donc, le défaut ou les échecs des alliances, des regroupements d'opposition sont dus plus à des facteurs internes qu'à des facteurs externes, à mon avis.
Parce que quand on atteint ce niveau de leadership-là et qu'on combat un régime comme celui-là, la corruption, à mon avis, n'est pas le déterminant premier de l'échec ou de la réussite. D'accord. Ouais, donc c'est un peu, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand il y a un certain nombre de ces acteurs, vous pouvez parler d'Agboiba, de Dem Kodjo, pour ne citer que ceux-là qui ont été premiers ministres dans ce moment, hein, de Gnassingbé Adema, et plus tard de Faure Gnassingbé. Donc ça démontre que la conscience de l'action collective était déjà assez ancrée dans les approches et les méthodes de lutte politique au Togo. Ce que moi je sais, c'est que je présente souvent, en tout cas ça dépend des lives que j'anime, en fait des réflexions que je mène et puis des lectures que j'ai déjà faites également. Je m'appuie beaucoup plus sur la capacité de mobilisation dont vous avez été capable dans les années 90 en disant que si nos aînés ont été capables de ça, donc oui, donc du coup notre génération, les générations actuelles sont aussi capables de ça. Là, en plus donc de la capacité de mobilisation, tu ajoutes donc un élément intéressant qui est l'élément de capacité de cohésion également. Donc, si on a été capable de nous unir, en tout cas d'être dans une plateforme d'action dans le passé, ça veut dire que cela n'est pas que je retire. Justement, c'est ce qui m'amène à la deuxième question. Est-ce que tu penses que l'unité d'action doit se construire aujourd'hui autour d'un programme commun, d'une plateforme citoyenne, d'un leadership charismatique? Entre-temps, tu es témoin des appels du peuple togolais. Il faut que Tipi revienne, il faut qu'on ait un leader. Les Togolais ont besoin d'un leader. Les Togolais sont des gens qui sont souvent indécis. Quand ils n'ont pas un leader, ils sont laissés pour eux-mêmes. Est-ce que l'unité d'action aujourd'hui doit se construire autour d'un leader, de deux leaders, de trois leaders, d'un programme? Comment est-ce que tu vois justement ça aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question qui est assez pertinente, je trouve. L'unité d'action, à mon avis, c'est avant tout d'avoir les mêmes revendications. Et là-dessus, les Togolais semblent être d'accord aujourd'hui, réclamer une chose principale, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Et ils l'ont démontré à plus d'une fois. Et ce qui les a dépassés et qui fait qu'aujourd'hui, ils ne veulent même pas négocier ce départ-là, c'est le fait qu'après 4 mandats, qu'on leur a imposé d'ailleurs, parce que Faure Gnassingbé n'avait pas gagné ces mandats-là à la régulière. Après ces 4 mandats, on leur impose une constitution totalement alambiquée, comme cela, où on les a même pas consultés. Et puis voilà, du jour au lendemain, on dit, oui, il reste au pouvoir. On conçoit pour lui une présidence assez spéciale, avec un exécutif bicéphale où la deuxième tête ne joue pas un rôle primordial. Et c'est ça qui a choqué les Togolais. Donc, sur cet aspect-là, en termes de revendication, il n'y a pas d'équivoque. Deuxième chose, quels sont les acteurs potentiels susceptibles de participer à une unité d'action? Et là-dessus, on a vu, sur le ticket politique à Lomé, un certain nombre de partis politiques qui ont dénoncé la Ve République. Mais là, avec recul, on se dit, écoutez, c'est une chose que de dénoncer, c'est autre chose que de combattre cette République, cette Ve République-là. Mais j'avoue que les armes utilisées par les partis politiques à Lomé sont les mêmes armes qui sont toujours utilisées pour combattre le régime. Exactement. Donc, mon constat d'observateur et d'acteur et de citoyen togolais est que les partis politiques, toute proportion gardée, mais pas tous. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans le front, touche pas à ma constitution, qui continuent à marteler, nous ne sommes pas d'accord avec ce régime. À côté, il y a d'autres qui ont dit, bon, c'est très grave ce qui nous arrive là, mais bon, écoutez, la vie va continuer quand même dans ce pays, malgré toutes les anomalies. La preuve, ils ont participé à des élections locales pour qu'ils aient des petits sièges dans les municipalités. À ce moment-là, vous voyez que l'unité d'action commence à se fausser dans le cadre d'un collectif large. Donc, tant que les Togolais ne sont pas capables de se concerter, se mettre d'accord sur des objectifs communs, des moyens d'action communs, des ressources communes et agir avec des règles de jeu convenues pour atteindre un but, il est difficile de parler d'unité d'action. Il est possible que plusieurs acteurs mènent différents types d'initiatives pour atteindre le même but. Et c'est ce qui est même souhaitable dans le contexte actuel. Mais c'est difficile quand vous avez des gens qui, vous voyez, on ne peut pas
écouter la même musique et danser différemment. C'est pas bon. Le rythme n'est pas bon. Et la musique qu'on a aujourd'hui, ce qu'on nous sert, ben, c'est un régime répressif qui est prêt à tout pour se préserver. Mais à côté de cela, des gens qui sont prêts à lâcher du lest pour peu qu'ils aient un minimum pour rester dans le confort qu'ils trouvent dans cette république-là qui n'a plus grand-chose à offrir à son peuple. Donc, la souveraineté a été compromise. Beaucoup de voix de Togolais se lèvent aujourd'hui pour dire reconquérons notre souveraineté. Donc, je crois qu'il faut bâtir l'unité d'action dans le contexte actuel en tenant compte de ce que nous avons comme moyens. Et les moyens que nous avons, ça peut être des moyens humains ou institutionnels. Les partis politiques en sont, les ONG, les sociétés civiles en sont, les médias en sont, la diaspora en est. Vous voyez? Donc, c'est ça, disons, les parties prenantes qui devraient participer à ces actions-là. Heureusement, il y a des initiatives qui sont à encourager. Hein. Le 2 mai déjà, la première sortie de Niakadé. Quelques semaines après, Amron a embrayé. Tout ce qui a commencé à se passer au mois de juin, c'était pratiquement inattendu. Parce que les acteurs politiques ne se sont même pas préparés à une réaction à la hauteur des enjeux du moment. Celui qui dit qu'il a pressenti que Amron dise écoutez les gars, allons offrir un cadeau à Fornia Singbe pour le 6 juin. Écoutez, lui-même peut-être a commencé même à dire comme ça sans trop de préparation, mais il s'est pris au jeu après. Au point que quand on l'a arrêté, l'élan s'est poursuivi. C'est ça qui a amené des blogueurs à se saisir de la balle au bon. Et a dit, écoutez, créons un mouvement. Et puis, essayons de coordonner. Ces blogueurs-là, que je connais très bien, ne revendiquent pas le leadership de l'opposition. Ils disent qu'ils apportent leur pierre, qu'ils jouent leur partition en tant que citoyens togolais, qu'ils ont des revendications. Ils n'empêchent personne de se battre pour la même cause. C'est ce qui est bon. Donc aujourd'hui, vous voyez ces acteurs, vous voyez une panoplie d'acteurs de la diaspora, vous voyez quelques acteurs émiettés au niveau national, qui disent la même chose, mais qui n'ont pas encore créé le cadre de collaboration qu'il faut. Je m'arrête là. Peut-être que tu as d'autres commentaires ou questions sur la même question. Oui, le cadre de collaboration, justement, je pense que ça doit être certainement la prochaine phase, en tout cas, si on prend conscience de l'évolution de la lutte et si nous désirons vraiment la mener jusqu'au bout, ça doit être vraiment, si je suis vraiment ta logique, la prochaine étape. Mais si je te demande au fait de scorer, comme disent les Nord-Américains, d'évaluer toi-même au fait les différents points, les différents paramètres que tu viens d'évoquer, que ce soit d'abord, il faut qu'il y ait une attente autour des revendications. Si je comprends une fois encore ta logique, c'est que là aujourd'hui, les Togolais dans leur grande majorité sont unanimes sur les revendications. Ensuite, tu parles des acteurs susceptibles donc de participer dans ce cadre-là, et puis aussi les moyens d'action. Si après t'avoir suivi, je me dis écoute, moi au niveau des actions, au niveau des revendications, on s'en approchait les cases aujourd'hui. Au niveau des moyens d'action, il y a la diaspora, il y a des ONG, il y a des médias et tout ça. Mais revenons justement sur les acteurs susceptibles de participer également avec l'éclatement qu'il y a eu tout récemment après le boycott massif des élections municipales, des élections locales. Et puis, je sais pas quels sont les calculs que les partis politiques de l'opposition ont fait, mais on a vu que malheureusement, ça ne leur a pas souri, en fait. Donc, et là, aujourd'hui, quelque part, il y a certains qui sont quand même affaiblis. Il y a certains grands partis qui sont affaiblis aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut aller chercher ces personnes-là pour les impliquer aujourd'hui dans le cadre, dans ce cadre de collaboration dont tu es en train de parler? Parce que moi, je suis en train d'observer, là, depuis quelques semaines maintenant, mais ils se taisent, ils ne disent pas grand-chose, ils ne viennent pas devant le public, devant le peuple togolais pour dire mais on a fait une erreur d'analyse, une erreur d'appréciation. Je ne sais pas s'ils vont se lever aussi pour participer à ce cadre de collaboration dont tu es en train de parler, de parler là. Selon toi, comment est-ce qu'on peut construire des scénarios autour de ça? Alors, écoutez, à César ce qui est à César, à la suite d'Amron et en collaboration avec lui, le M66 a lancé une série de mots d'ordre et celui qui se profile à l'horizon, c'est la manifestation du 30 août. Et déjà, je vais analyser à travers cette initiative. On a vu, Amron devait en rendre compte des contacts qu'il a pris à Lomé.
Il est allé certainement pour remercier, comme il dit, ceux qui ont demandé sa libération et autres. À côté de ça, le M66 a lancé des appels à tous les acteurs pour dire, voilà, mobilisons-nous ensemble autour du 30 et au-delà pour que ce que nous revendiquons puisse survenir. La vérité est que ce qu'on constate, il y a un certain nombre d'acteurs qui prennent assez au sérieux ces initiatives-là, conjointement d'Avron, M66, et puis des appels lancés même par Mme Nyakadé, et d'autres voix, qui, quelle que soit leur portée, qui existent quand même, qui disent il faut quand même qu'on tienne bon, parce que vous savez, le régime, lui, il pense que, écoutez, les Togolais, ils vont contester quelques semaines après, ils vont oublier, passer à autre chose, parce qu'on les a formatés pour ça, parce qu'on les a affaiblis pour ça. Maintenant, je reviens aux acteurs. On aurait pu espérer aujourd'hui qu'un certain nombre de partis politiques adoptent l'approche de lutte qui s'impose là, à savoir qu'il faut braver ce régime pour qu'il cède. J'ai passé 12 à 13 années au Burkina Faso comme fonctionnaire international dans une organisation. J'étais encore là-bas quand Blaise Compaoré, son régime est tombé, quand lui-même il a fui le pays. Au bénéfice d'un soulèvement populaire. Je peux vous dire que j'ai observé dans ce pays-là, quand la situation pourrit comme c'est en train de pourrir au Togo, ça s'est passé en même temps avec le CDP de Blaise Compaoré au Burkina à l'époque, vous avez différents acteurs, des mouvements citoyens, des mouvements sociaux, des syndicats et autres qui donnent le temps et dont la voix porte plus que celle des partis politiques. Oui. Qu'est-ce que j'ai observé au Burkina Faso? J'ai observé les partis, les grands partis politiques, des politiques, écoutez, faire profil bas, agir dans l'ombre, encourager même leurs militants à s'engager dans des actions citoyennes. Parce que ce qui compte, c'est le résultat. Vous voyez, et c'est après même que Blaise soit parti, que la transition est en place, que même des acteurs qui ont lutté pour sa chute ont commencé même à reconnaître l'appui discret qu'ils ont reçu des partis politiques. Donc, j'avoue que les acteurs dont nous parlons, il est possible que certains veuillent bien faire des choses, mais ne veulent pas s'exprimer parce qu'il y a une chape de plomb sur le pays, parce qu'il y a la répression, parce qu'il y en a qui dépendent du régime et qui ne veulent pas du tout que, bon, le petit pain qu'ils tiennent dans leur collectivité tombe. Donc, nous comprenons-les. Mais nous voudrions bien leur reconnaître le bénéfice du doute en espérant que ils libèrent leurs militants, parce que leur silence, ou bien s'il y a des mots d'ordre contraires, nous finirons par le savoir et ce serait malsain. Mais il y en a qui parlent aussi. Quand vous prenez le PNP de Tikpi Achadam, par exemple, le PNP a tenté quelque chose en 2017-2018. J'étais aussi en contact avec ce leader-là. C'est quelqu'un de très courageux qui a pu construire un parti politique et qui n'a pas construit son parti pour participer aux élections. Parce qu'il dit, bon, ça c'est une ouverture qui est là, on peut créer un mouvement politique, avoir des militants, les entretenir régulièrement et les préparer à quelque chose. Il en a profité. Après, il s'est ouvert à d'autres partis politiques pour que, conjointement, il y ait une mobilisation qui puisse amener le régime à lâcher du lest. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, un acteur qui a fait cela et qui prend la mesure de la mobilisation citoyenne actuelle, on aurait aimé qu'il apporte de l'eau à ce moulin-là, plutôt que de militer pratiquement contre vous en disant aux gens, attendez mon mot d'ordre. Oui. Vous voyez? Donc ça là, ça montre aussi des écueils qu'on a connus par le passé. Il fut des moments où Gilles Christ Olympio, qui était au sommet de sa gloire en tant que leader de l'opposition, disait, écoutez, moi j'ai rien à foutre avec Dem Kodjo, j'ai rien à voir avec comment dire, Agboibo ou Inevi, qui considéraient vraiment comme des villageois. Et petite histoire pour toi, Cyril, j'étais à Paris en 2002. Agbeome venait de quitter le RPT. Il a fait une déclaration fracassante. Je suis allé avec des amis togolais, on est allé chez G.T. Solipio, on a passé pratiquement toute une après-midi avec lui, et je lui ai dit, ce serait très bon de profiter de cette ouverture-là. Il faut qu'on récupère, il faut récupérer Agbeome, il faut travailler avec lui. Ce qu'il m'a dit, Amina, il m'a dit, Dani, mais tout nos bémou, il y a des mecs de jouer théâtre pour venir nous diviser, tout ça.
Vous voyez, ça c'est quand c'était J-Chris, hein, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Pour son âge, je ne vais pas dire d'un mot déplacé. Vous voyez. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui où, bon, certains leaders se voient tellement importants ou pensent que le changement ne peut passer que par eux. Et puis, bon, ils multiplient les autres par zéro. Et ils n'ont aucune stratégie gagnante. Alors que dans nos situations, moi, je suis à l'étranger, ça fait pratiquement 22 ans que je vis à l'étranger, je travaille à l'étranger, je vis bien ma vie. Mais chaque fois que j'entends que quelque chose va dans le sens possible d'un changement au Togo, j'encourage, je soutiens. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est ça qu'on devrait cultiver comme, disons, un esprit togolais de changement. On s'en fout dans la main de qui ce pouvoir va tomber demain. Ce qui compte, c'est qu'on dise, il y a eu un changement au Togo, cette famille qui est restée si longtemps n'est plus là, et les Togolais ont le choix désormais de faire autre chose. Vous voyez? Je ne vais pas être trop loin. Donc en gros, c'est ça les acteurs. Je ne veux pas incriminer quelqu'un, mais je crois qu'il y a une nécessité d'une remise en cause, chacun à son niveau, pour dire, que peut-on faire pour saisir chaque opportunité pour aller de l'avant? Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on prenne la mesure de tous ces enjeux-là. On prenne la mesure de tous ces enjeux, c'est quelque chose qui nous manque vraiment aujourd'hui. Avant même de te relancer sur la question de cadre de collaboration, pour te demander est-ce que finalement, selon tes analyses, les conditions sont aujourd'hui rassemblées pour que cela soit effectif et possible, j'allais te poser cette question subsidiaire-là qui est que, mais tu as commencé ton analyse en disant que vous avez été capables, les acteurs politiques ont été capables de cohésion hier, mais au fil du temps, on a vu quand même que des dissensions se sont créées et ces dissensions sont devenues de plus en plus, disons, très larges, très grandes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui finalement, est-ce que c'est le régime qui a instrumentalisé ces dissensions-là? Parce que si je me donne une image, je représente un peu l'image de tout ce que tu dis, c'est qu'au départ, oui, on était capable donc de nous unir, de nous mettre ensemble par rapport aux enjeux, mais progressivement, il y a une petite fissure qui est entrée au temps de Edem Kodjo et tout ça, et puis progressivement, la fissure est devenue une grande dissension jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? S'il vous plaît, Non, mais écoutez, l'esprit de Olympio et J-Chris s'est répété dans d'autres personnes. Hein. Il y a un ou il y a rien. Pardon? Oui, quelques secondes, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez pour nous soutenir. Je crois que j'ai un problème. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses positives qui se déroulent aujourd'hui, cher Cyril. Il y a un élan très patriotique un grand vent de patriotisme qui souffle sur notre pays et qui brasse même toutes ces diasporas. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu cela. Des Togolais qui même ne se sont jamais exprimés sur la question politique le font aujourd'hui. Il y a des gens qui en privé au pays nous parlent. Il y en a plein à l'étranger qui s'expriment. Ça, c'est un atout majeur. Donc, est-ce qu'il y a un grand groupe, une masse critique de citoyens togolais qui veulent le changement au pays? Si c'est une question, la réponse est oui. Est-ce qu'ils sont organisés ou sont-ils en train de s'organiser pour que cela soit possible? La réponse est oui. Est-ce que cela embrasse toutes les forces possibles des oppositions? La réponse est non. Okay, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, Cyril, toi et moi, on est des scientifiques, hein, on sait raisonner, faire des choses et trouver des résultats. J'ai écrit sur ma page Facebook en faisant parfois des analyses assez techniques, parce qu'au cours des 20 dernières années, j'ai fait pas moins de 15 pays où j'ai assisté, participé, facilité des changements, des réformes institutionnelles profondes. Des pays du Sahel, à la RDC, au Gabon, au Kenya, et d'autres pays encore. Donc, je peux vous dire que nous, Togolais, nous ne faisons pas techniquement ce qu'il faut faire pour avancer. Depuis juin, qu'on commence à parler, à dire un certain nombre de choses ensemble, il y a quelques concertations des acteurs de la diaspora, des petits groupes d'amis qui se connaissaient, qui ont été réactivés. Point positif.
j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps et j'ai continué à parler avec un certain nombre d'acteurs à Lomé. Et je leur ai dit, les gars, il est urgent d'une rencontre rapide, physique, dans un pays ouest-africain, entre acteurs engagés du pays. De toute façon, au pays, on ne nous laisse même pas nous rencontrer. Et puis, on a demandé à un certain nombre de personnes demander des avis. Environ un tiers clés qu'on a identifiés n'ont pas donné de réponse claire. Ce que les Togolais ne font pas aujourd'hui et qu'ils auraient dû faire, c'est de se rencontrer, se concerter et puis laisser de côté de petites considérations et aller à l'essentiel. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des pays comme le Burkina, le Niger ou le Mali qu'on observe, on dit qu'ils ont des difficultés parce qu'il y a des militaires qui dirigent. Certains applaudissent parce que ils voient certaines choses se faire. Mais une grande partie de la classe politique de ces pays-là qui aujourd'hui n'ont plus droit à la parole, beaucoup de gens se sont exilés. Je quitte là-bas. Je vais au Burundi, un pays aussi après la guerre civile, parce que j'ai fait pas moins de 10 missions là-bas pour la Banque mondiale et puis les Nations Unies. Ce pays-là, toute l'intelligentsia burundaise est en exil aujourd'hui. Mais allez sur X tout à l'heure, vous allez voir des Burundais en train de se concerter, de parler, et ils se parlent en Kirundi pour la plupart du temps, mais ils se parlent tout le temps. Alors de Burundi au Tchad, pays aussi où j'ai été très actif ces dernières années, depuis surtout la chute du maréchal Déby. Les Tchadiens, de l'intérieur comme de l'extérieur, continuent à croire que le changement auquel ils aspirent est possible. Revenons chez nous au Togo. Qu'est-ce qui se fait? À part du M66, auquel beaucoup de Togolais s'accrochent comme moyen d'exploit, un certain nombre d'acteurs ayant la capacité de prendre des décisions sont dans un attentisme que rien ne peut expliquer. Moi, j'aimerais même préférer que ceux qui ne veulent pas, disons, rejoindre les dynamiques puissent créer et invitent. S'il vous plaît, tapotez, soutenez-nous. Vous êtes aujourd'hui un peu, peut-être que ce que notre invité est en train de dire est tellement intéressant que vous oubliez de papoter, s'il vous plaît. Papoter. Oui. Entre-temps, Dani, mais reviens un tout petit peu justement. Tu étais sur la question de l'attentisme. En fait, dès que tu as évoqué la notion d'attentisme, ça s'est interrompu un tout petit peu. J'ai encouragé entre-temps. Donc, oui, vas-y. Oui. Alors, mon propos est que un certain nombre d'acteurs dont on peut légitimement s'attendre à ce qu'ils prennent des initiatives qui rassemblent, ils se calfeutrent dans un attentisme que rien ne peut expliquer. Oui. Tu reviens donc du coup à la question. Parce qu'une chose est de dire, une chose est de dire, écoutez, même des vieux figures politiques, tu vois, il y en a qui parlent des M66 comme ça, disaient, écoutez, nous, on va pas suivre ces enfants quand même. Oui. Ok, on peut vous laisser concéder. Mais quelle initiative politique ou citoyenne vous prenez par-delà ce que ces enfants essaient de faire et qui rassemblerait le maximum de Togolais autour d'objectifs communs? Je ne dis pas ça pour critiquer, mais pour inviter à l'action. Oui. Et donc aujourd'hui, la bannière M66 n'est qu'un acteur parmi d'autres. Si demain on apprend qu'il y a un grand groupe au Togo qui réunit telle catégorie d'acteurs, écoutez, on va aller. Et les gens du M66, d'ailleurs, ces jeunes-là qui sont des blogueurs avant tout et qui vivent dans la diaspora et qui ne vivent pas sur de l'or, ils disent que eux, tous ceux qui militent en faveur du changement, ils soutiennent. Ouais. Et moi, ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ne sont pas dans ces conflits de leadership. Oui. Ces 4 jeunes qui sont au devant, ils ne revendiquent rien. Quand vous leur parlez, ils vous diront que ils connaissent leur statut. Hein. Il y en a un qui vous disent, écoutez, nous savons qu'on n'est pas parmi la fine fleur de la jeunesse togolaise. On n'est pas les mieux formés. On n'est pas les plus qualifiés. Mais l'histoire du Togo a voulu que ce soit eux qui soient devant aujourd'hui. Donc, en définitive, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses positives faisables pour rassembler des Togolais, mais qui ne se font pas encore. Je signale entre-temps que oui, je prépare pas un live, mais des vidéos justement donc pour les soutenir parce que j'attends également ces musiques en train de monter un peu venant de la part de certains acteurs politiques d'hier, en tout cas qui étaient beaucoup plus engagés hier, des critiques auxquelles
vraiment des critiques vraiment qui surprennent, quoi. On est vraiment très fort au Togo quand même dans les critiques, hein. C'est dès que quelqu'un commence à faire quelque chose et que c'est pas nous qui le faisons, donc tout de suite, au fait, on trouve vraiment des moyens pour salir, des moyens pour saboter tout ça. Ça c'est un autre aspect. Mais revenons justement maintenant sur ce que tu es en train de soulever, la question de cet attentisme-là. Est-ce que ça ne contraste pas pour toi avec ce que tu as vu, par exemple, quand tu donnes l'exemple de, comme on appelle-t-on, du Burkina Faso, par exemple. Là, au Burkina Faso, les partis politiques, les acteurs politiques étaient quand même dans l'ombre, pour soutenir quand même des choses. Mais ici, qu'est-ce qui pose de problème, en fait? Qu'est-ce qui contraste avec l'expérience que tu as faite, notamment au Burkina Faso? Comment est-ce que tu expliques cet attentisme politique, là, de la part de certains leaders? J'ai parlé du Burkina, mais l'expérience que j'ai vécue après le Burkina, c'est RDC, un pays où j'ai passé 8 années. Vous savez, quand la Lucha, qui est un mouvement citoyen, comme il y avait les citoyens au Burkina Faso, comme il y avait Mané Yanamar au Sénégal, alors, quand Kabila, après 18 ans au pouvoir, hésitait à organiser des élections, ce sont des mouvements citoyens qui l'ont poussé dehors. Mais c'est dans ce pays-là qu'il y a aussi de grands partis politiques comme l'UDPS et d'autres encore. Vous voyez. Donc, et là aussi, on a vu la même attitude de la part des leaders politiques. C'est-à-dire que on ne peut pas être républicain dans une dictature. Le pouvoir dit, si vous voulez manifester, écrivez-moi. Vous lui écrivez, il dit non. Et pourquoi continuer à à jouer ce vilain jeu de dire, bon, on continue quand même à leur écrire, un jour ils seront gentils et puis ils vont accepter. Vous voyez? Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Quand on est mécontent, on l'exprime, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on ne voit pas de la part de certains acteurs aujourd'hui, qui disent, écoutez, on a de la douleur, on sent qu'on nous opprime, mais on peut survivre malgré cela. C'est ça qui est malheureux. Donc je crois que si on compare le Togo à ces pays, la conclusion que je tire, ce qui empêche, c'est quoi? On a souvent, on parlait d'ego ou de lieu de leadership. Vous voyez, dans ce pays-là où il n'y a même pas élection présidentielle à l'horizon, puisque la nouvelle constitution a supprimé cela. Quand on est leader d'opposition, on s'attend à quoi? À ce qu'on s'aligne sur vous pour devenir quoi? Et quand vous allez à des élections municipales où vous pouvez même pas gagner le 1/5 des sièges, vous espérez gagner combien de sièges au Parlement de ce même régime? Le nouveau régime est fait de manière à ce que pour diriger la magistrature suprême, vous devez avoir la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Mais quand les choses sont verrouillées partout, on n'avait plus rien à faire. Donc, à mon avis, c'est pourquoi l'argument de leadership, même, je balaie cela. Qu'est-ce qui fait que... Écoute, il y a des gens qui sont incapables. Ils sont simplement incapables, ils se satisfont du minimum qu'ils ont. Il y en a qui croient que, bon, si je brave ces interdits-là, ben, on peut me couper des vivres ou alors on peut m'arrêter. Vous voyez? Donc, on a vu quand même des pays. Mandela n'aurait jamais été président en Afrique du Sud s'il n'avait pas fait ses 27 ans de prison. Abdoulaye Wade n'aurait été jamais président s'il n'a pas fait plusieurs tours. Diouf en prison, même en étant leader d'opposition. Gbagbo n'aurait jamais gagné le pouvoir si sous Houphouët-Boigny, il n'a bravé le pouvoir plusieurs fois pour se forger l'aura d'un leader fort. C'est ça. Vous dites qu'on le Togolais attend un Messie et tout ça, quelqu'un de courageux, qui les guide vers la victoire. Mais cette victoire-là ne sera pas dans des urnes. Cette victoire ne se fera pas par des armes, parce que les Togolais ne sont pas violents par nature. C'est ça, okay. Mais les Togolais veulent massivement montrer à ce régime qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils le rejettent et qu'ils n'en veulent plus. C'est le sens des engagements actuels, de la manifestation prévue pour le 30 et des précédentes. Vous voyez Amron comment il forge son langage en disant, parce qu'il sait qu'à tout moment on peut encore l'arrêter.
Il suffit qu'il tombe sous le coup de la loi. Alors il dit, le 30, moi je ne vais pas manifester, je veux juste marcher sur le trottoir parce que c'est pas interdit à un citoyen. C'est cette intelligence d'action qu'on attend de tout citoyen normal au Togo aujourd'hui. Si j'étais à Lomé maintenant, je me rapprocherais le 30 du quartier d'Amron et je ferais comme lui. Ou alors, j'organiserais un certain citoyen et nous aussi on marcherait dans la rue. Pas dans la rue entière, mais peut-être sur le trottoir. Et quand vous êtes à la queue de l'œuf sur le trottoir, on vient vous brimer, ben, on saura quoi dire. Vous voyez, le jour où les Togolais sortiront massivement et que on les ramasserait. Imaginez combien de gendarmes, de policiers il y a même dans ce pays pour les arrêter. On les mettrait où? Ça. On a vu de ces révolutions-là à travers le monde s'opérer. Donc, beaucoup de gens crient au ras-le-bol, mais ne sont prêts à rien. C'est ça notre problème aujourd'hui. Est-ce qu'il faut des leaders dans chaque quartier pour dire sortez, sortez, sortez? Je ne crois pas. Donc, il faut seulement qu'on s'organise et je pense que le M66 et ses alliés, ses partenaires ont lancé cet élan-là. Notre faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que c'est depuis la diaspora que les mots d'ordre viennent. Mais c'est d'ailleurs normal, hein. C'est le même peuple qu'il y a. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, qu'on a mis dans un enclos. Et bien, des gens des mêmes familles là qui sont au pays sont dehors. Eux, ils ont accès à la parole, comme Cyril et moi. Et ben, ils sont obligés de parler. Et c'est ce que nous faisons. Tout à fait. Et en parlant, nous pensons à nos parents qui sont au pays. Oui. Nous ne leur voulons pas de mal. C'est ça. Mais nous pensons que quand dans un pays, on vous dit votre vote ne vaut plus rien, nous pouvons décider sans vous et tout et tout. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de révolter. Parce qu'on n'est pas des sous-hommes. Parce qu'on est comme des Béninois, des Ghanéens, des Ivoiriens, Sénégalais et autres Burkinabés. C'est ça qui doit remuer le cœur de chaque Togolais en ce moment. C'est très intéressant. Mais tu développes deux arguments à la fois. Et moi, je voudrais voir dans quelle mesure on peut concilier les deux. Mais clarifions une fois encore le tout premier argument, ce qui était l'importance d'un cadre de concertation, un cadre de collaboration qui manque en fait, qui manque tout au moins entre les acteurs politiques de premier plan, qui manque donc sur le terrain. Est-ce que selon toi, est-ce qu'il y a certaines conditions, certaines approches qui peuvent faciliter aujourd'hui dans la situation ce cadre de concertation? On a vu, par exemple, cette semaine qui vient de finir, Amron a fait des gestes, a fait des choses justement dans ce sens-là. Je t'ai changé de cadre depuis que Amron a posé quelques actions, en tout cas, il a médiatisé ça sur ses plateformes numériques. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aujourd'hui pour favoriser ce cadre de concertation, une fois encore, pour transcender nos égos, transcender nos dissensions et ensuite, maintenant, favoriser les mobilisations massives? Je pense que la mobilisation du 30 août peut-être sera une parmi tant d'autres. Si le régime ne tombe pas le 30, bon, peut-être ça ne tombera pas le 30, mais il y aura encore d'autres actions qui vont venir. Est-ce que, pour revenir donc sur, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui peuvent favoriser ce cas de concertation? Oui, tout à fait. Je crois bien que il y a des possibilités. Il y a déjà des opportunités, vous savez, l'élan des manifestations à venir, des actions précédemment, des actes posés par M66 et d'autres acteurs qui gravitent autour, offrent déjà, à mon avis, un espace de collaboration. C'est pas encore un cadre défini comme ça. Un espace de collaboration. Vous voyez, j'ai appris que le M66 a engagé des discussions avec la société civile, a engagé avec un certain nombre d'organisations de la diaspora, et s'apprête à lancer des actions dans le sens à faire contribuer des Togolais où qu'ils se trouvent à l'effort, disons, de libération nationale. À mon avis, c'est déjà des démarches qui peuvent converger vers un cadre d'action. Donc, sur le plan d'engagement citoyen, il y a des choses positives qui se déroulent et qu'on doit saluer, soutenir, entretenir. Sur le plan d'engagement politique, et là il fait le distinguo entre les deux, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez?
des gens se disent, écoutez, vous luttez contre un régime, vous voulez que le président là qui a usurpé le pouvoir après ses 4 mandats s'en aille, mais après, qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois, Nyakadé a eu raison d'articuler même en termes de processus politique. Oui. Il a dit processus politique, il n'y a pas de processus démocratique ni autre chose. Processus politique parce qu'elle dit, Ford doit démissionner. Elle dit, il nous faut une transition qui permette d'impliquer les Togolais dans leur diversité pour façonner notre avenir commun. Bravo! Ça, c'est avoir de la vision. Oui. Cette femme, elle est un acteur politique du pays. Elle a de l'ambition. Elle ne veut peut-être pas diriger le Togo, mais elle voit l'avenir du Togo. Oui. Donc, écoutez, on reconnaît, nous, on analyse ça de façon assez sobre en disant, voilà, ce qu'elle dit est bon. Combien d'autres Togolais pensent comme elle? Combien de Togolais en position de décider pensent comme elle, qui dirigent des structures ou bien qui ont la capacité d'influer sur le cours des événements dans notre pays, pensent cela? Ces gens-là, c'est eux qui doivent pouvoir pas se parler, travailler ensemble et forger, disons, donner la forme qu'il faut donc à cet espace, à ce cadre qui permet d'imaginer que, ben écoutez, si demain matin Faure Gnassingbé tombe, ce ne sera pas le désastre au Togo. Okay, c'est ça. Ce message-là, on a besoin de l'envoyer d'abord à la population togolaise. Tout à fait, tout à fait. On doit l'envoyer à tous nos voisins. Oui. On doit l'envoyer à la communauté internationale parce que Faure fait croire aux gens que si c'est pas lui là, le Togo, il y aura guerre civile et que des gens vont se massacrer. Oui. Alors que c'est sa présence plutôt qui fait le désastre. C'est parce qu'il est là que rien ne va aujourd'hui. Et parce qu'il est resté trop longtemps. Et parce que en 20 ans, les Togolais disent aujourd'hui qu'il n'a pas foutu grand-chose. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce à la nouvelle dynamique qui émerge, pas nécessairement en s'alignant sur des groupes qui sont là et qui donnent des mots d'ordre, mais en rassemblant un certain nombre d'acteurs capables, disons, d'inventer le futur désiré là, en partageant des visions communes, en définissant des objectifs et en se donnant les moyens pour le faire. J'écoute, je participe à des réunions. Hier encore, plusieurs organisations de la diaspora ont organisé sur Zoom une réunion à laquelle j'ai participé. Je vous trahirai au cas secret, je ne dirai pas plus que ça, mais pour vous dire que il y a des rencontres qui se font. Parce que là, ils ne viennent pas pour détruire leur pays. Ils viennent pour réparer déjà ce qui est très mal fait, c'est-à-dire créer un cadre institutionnel de changement. Et faire en sorte que très vite, Faure Gnassingbé puisse dégager pour permettre aux Togolais de se donner un nouveau leadership. Très, très, très intéressant. Ce point que tu développes avec beaucoup d'expertise, je l'apprécie énormément. Moi, j'avais pas les termes exacts, justement, on n'est pas dans le même domaine, mais les termes exacts, justement, pour les formuler dans ce sens. Je considère néanmoins, quand j'analyse, j'observe qu'on est arrivé à une phase où on doit transcender juste, où on doit arrêter, j'allais dire, surmonter la façon de présenter, au fait, la chute du régime au peuple togolais. On doit pouvoir maintenant commencer à donner de l'espoir au peuple togolais. On doit commencer, au fait, à transcender un des messages qui a été longtemps véhiculé, qui est que si Faure tombe, voilà, le pays va être un chaos, on ne peut plus vraiment gérer tout ça. Cette peur est toujours restée, au fait. Il faut maintenant qu'on casse, justement, qu'on brise ce mythe-là, qu'on passe, au fait, justement, à un niveau supérieur. Et ça, je suis à l'écoute, justement, donc des frémissements de cette opportunité-là qui doit se présenter. Et j'ai effectivement vu ces éléments-là dans le langage, dans la déclaration de Madame Nyakadé. Donc, la question, justement, que j'allais poser, mais qui donne le ton, finalement? Qui fait quoi? Qui convoque qui? Étant donné que ici et là, il y a des suspicions, il y a des peurs, des méfiances entre des acteurs qui ouvrent ce cadre-là, finalement, qui favorise vraiment ça. Est-ce que tu peux répondre quelques éléments dans ta réponse de tout à l'heure et puis nous formuler une réponse beaucoup plus succincte là-dessus, en fait? Tout à fait. Qui va le faire? Ça va se faire, ça va se passer. Hein. Vous savez, des choses se passeront et l'objectif sera atteint. Sauf que
On va constater, certains vont constater que le train est passé avant qu'il soit arrivé à la gare. Ok, oui, ça juste, ok, très intéressant, oui. Il y a une dynamique qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui. Moi, ce que je vois, les Togolais que j'entends du pays comme de la diaspora, et ça, si les services de renseignement de Fogna-Sibé lui ont pas encore dit l'ampleur de cette vague-là et lui conseillent de déguerpir, c'est qu'ils ne sont pas compétents. Qui va convoquer ces Togolais? Ça va se passer. Dès que les conditions sont réunies, un certain nombre de groupes d'acteurs vont pouvoir très vite se concerter et faire ce qu'ils ont à faire. Pour le moment, il y a des tentatives de collaboration qui prennent. Vous savez, il y a quelques semaines, les blogueurs qui sont devenus M66, quand ils prenaient la parole, ben, ils tiraient sur tout le monde. En disant, tel a échoué, on ne veut plus de ceci ou cela. Mais ceux-là, au bout de quelques semaines, ont beaucoup mûri. Ils tendent la main à différents acteurs. Ils tendent la main à des organisations de la diaspora qui existent. Il y a au bas mot au moins 500 organisations de la diaspora que moi je connais. Je dénomme parce qu'il y en a qui naissent, qui meurent le lendemain de leur naissance aussi. Sinon, au bas mot, au moins une dizaine ou une douzaine sur 3 grands continents, Amérique, Europe, Afrique notamment. Et ces acteurs, ils sont actifs grâce à ce qui a commencé à se passer à Lomé depuis juin. Donc, je m'attends à ce que même d'ici au mois de septembre, à ce qu'il y ait beaucoup de rencontres, même des rencontres physiques entre acteurs. Parce que les conditions sont en train de se créer pour que ça se passe. Je vous informe, parce que ce n'est pas un secret, je veux que Fogna-Sibé soit gouvernement le sache. Moi, je fais partie d'une délégation de Togolais qui se prépare le mois prochain à aller à New York. Et nous allons parler aux grands de ce monde. Et nous allons rencontrer des gens. Les délégations savent déjà que nous arrivons. Nous n'allons pas là pour brailler devant la salle. Nous savons où les trouver, ces gens-là. Parce que nous savons comment ça se passe. Que ce soit des membres du Conseil de sécurité, que ce soit des pays africains auxquels nous voudrions parler, nous le ferons. Et nous remettrons des documents bien préparés à ces personnes qui sachent ce qui se passe dans notre pays. L'élan de changement que nous revendiquons. Donc, vous dire que ça, c'est quelque chose d'important. Et nous ne sommes pas moins de 10 à nous rendre. Et ça, nous sommes ce nombre-là venant de différents groupes d'acteurs, y compris le M66, y compris les acteurs de la diaspora, y compris la société civile. Ce sont ces gens d'initiative qui amèneront les Togolais à continuer à collaborer ensemble. Et quand un groupe assez fort va commencer à agir et à avoir suffisamment d'impact sur la lutte, ben ceux qui sont encore conscients et qui n'ont pas vite, s'ils ne sont pas réveillés à temps, vont finir par le faire. Voilà où on en est. Il faut aujourd'hui de l'ouverture d'esprit. Il y en a qui sont là à douter. Vous savez, il y en a qui se lient pas à d'autres en disant on ne fait pas confiance. Mais quand tu lui demandes pourquoi tu ne fais pas confiance à un tel, il ne pas te dire. Il n'est pas capable justement de te... Et ça là, on va y travailler. C'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, personnellement, t'écoutant, j'analyse, je regarde, mais c'est rassurant, c'est très rassurant pour moi. J'avais la même assurance aussi que je partage avec ceux qui nous suivent et qui suivent également mes analyses, mais là encore, ça renforce justement donc mon assurance. Mais comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue psychologique, pour pouvoir transcender la peur, parce qu'on sait que c'est la peur d'être déjà, la peur d'être réprimé et tout ça qui retient encore beaucoup on est toujours dans ce conditionnement de peur là. Mais quand on donne à rêver au fait à un être humain, d'un point de vue neuroscientifique, d'un point de vue ce qui se passe dans l'esprit de la personne, on est capable de surmonter cette peur-là. Mais si on dit tout simplement aux gens, le régime va tomber, mais on ne lui fait pas voir la terre promise, on ne lui fait pas voir justement ce qui va venir après, ça c'est quelque chose qui bloque justement du point de vue inconscient, donc ces personnes-là. Et donc là, ce message-là, d'ici la fin de notre entretien, de notre entrevue, je t'amènerai encore à marteler vraiment ça, pour que vraiment des gens se convainquent qu'il y a des choses qui se préparent. Il y a des frémissements, des choses, des actions ici et là. C'est pas parce que les gens ne voient pas, on ne vient pas sur les lieux publics et puis voilà que des gens doivent penser que non, ça va être toujours la même chose et puis voilà, cette fois-ci encore ça ne va pas marcher. Pour que les gens sortent de ce pessimisme collectif là et commencent à rêver. Et Madame Niakate,
nous a permis, un tant soit peu dans sa déclaration, donc de rêver, de rêver. Et ça, est-ce que tu as d'autres choses, d'autres éléments, justement, donc est-ce que finalement, moi, la question que j'allais te poser, c'est que, est-ce que finalement, le processus dans lequel on est là présentement, notre processus de lutte au Togo, est-ce que ça ressemble, au fait, à d'autres processus que tu as vus ailleurs? Qu'est-ce qui fait la particularité du cas du Togo? On sait que nous, on s'est levé très tôt depuis très longtemps, mais il y a d'autres, au fait, maintenant, qui ont pris le train à 11 heures, à 13 heures, qui sont maintenant devant nous, alors que nous, on s'est réveillé depuis l'aurore, en fait. Qu'est-ce qui fait la spécificité, finalement, de notre processus là? Comment est-ce que tu mets les choses en perspective de ce point de vue? Oui, il y a des peuples, malheureusement, comme nous, hein, qui ont vécu sous un régime qui a duré très longtemps, et puis on ne pensait plus que le changement était possible. On a vu des régimes qui étaient vraiment assez puissants, et on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour le changement soit possible. Il faut interroger l'histoire, hein, pour comprendre que une histoire du Togo s'écrira un jour après que tout cela sera passé, où on constatera que les Togolais ont inventé leur voie, mais en s'inspirant de ce qui humainement ce qui pouvait se faire. On fait parfois trop de calculs. Beaucoup de Togolais disent on vit très mal et on a peur qu'on nous arrête, on a peur de ceci ou cela. Alors que le régime aujourd'hui est comme ce monstre-là qui, écoutez, il n'est plus sensible, ça arrive. Ah, papotez, s'il vous plaît. Ne restez pas passif, s'il vous plaît. Je vous encourage encore. Ouais. Les gens qui sont arrêtés, détenus. C'est ça, oui, reviens un petit peu en arrière parce qu'entre-temps, il y avait eu une interruption. Quand tu parlais donc de le régime... J'ai l'habitude de contribuer. C'est un monstre, au fait, qui n'a plus de substance, là. Oui, Dani. Voilà. C'est un monstre qui est insensible et il ne faut plus se plaindre à Adema ou à Adema de son fils fort pour dire on a faim, on a ceci, cela. Ça, il en est tellement conscient. Ouais. Ce qu'il attend de nous, c'est des coups de poing qu'on lui donne à lui. Vous voyez? Il y a des moments où je me demande, et quand je le dirai, les gens me diront pour te valomer, pour te constituer prisonnier. Je suis sensible au sort de ceux qu'on arrête. Mais je vais vous choquer en disant ceci. Il n'y a pas encore suffisamment de gens arrêtés au Togo. Le jour où le régime ne peut plus arrêter de gens, il tombera. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Je fais partie de ceux qui ont lancé une action pour dire bientôt c'est la rentrée. Et puis d'essayer de voir les prisonniers là, ceux qui ont des enfants, on va faire comment faire pour soutenir la scolarité de ces enfants. C'est pour dire aux gens, engagez-vous. Si quelque chose vous arrive, le pire qui vous arrive, c'est quand vous mettez dans 4 murs, bientôt ils n'auront plus de... Ouais. On a un souci. C'était tellement intéressant, chers amis, soutenez-nous. Très intéressant là. C'est que ça qui nous reste à faire. Il n'y a rien à perdre. Il faut foncer. C'est comme ça que les Roumains ont pu chasser sous ces coups. C'est comme ça que il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'était au Ceylan ou au Nicaragua, le président a fui parce que le peuple a pris d'assaut le palais. Oui. Et ça, il n'y a qu'un peuple pour faire cela. Et il le fait quand il atteint un ras-le-bol. C'est pourquoi quand des gens parlent de leaders, les leaders aujourd'hui, c'est quoi? C'est ceux qui peuvent guider une action collective dans un processus qui évolue où de plus en plus on sent que du monde vient rejoindre. Et c'est ça, quand des gens nous disent, écoutez, vous êtes là, vous êtes bien instruits, vous connaissez les institutions, vous travaillez avec des grandes structures à travers le monde, et puis vous vous permettez de soutenir des blogueurs, je dis, ben, vous ne comprenez rien. Je ne comprends rien, c'est ça, là, ça c'est important pour moi. Votre problème n'est pas de dire, s'il faut qu'on se trouve un leader tout de suite, demain on va trouver quelqu'un vite pour dire, voilà, tu es notre leader, guide-nous. Mais combien de mots d'ordre, combien d'initiatives, combien d'analyses n'ont pas été faites avant le 6 juin et qui n'ont pas été suivies? Le Togo, comme une patrie, a voulu qu'en ce moment-là, Nyakadé parlait parce que le ras-le-bol est arrivé à un moment où il faut que quelqu'un du système en parle. Elle le fait et a marqué une rupture.
Il faut que le fils d'un autre qui est plus un fils d'un ancien gendarme parle. Amron a parlé. Oui. Il faut que des citoyens qui ne sont pas dans le pays s'approprient ce message. Les blogueurs l'ont fait, ils ont créé un mouvement. Il faut que la diaspora tout entière puisse à l'unisson soutenir cette dynamique. On est en train de constater cela. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne à l'intérieur du pays. Il y a des dialogues avec les forces à l'intérieur du pays. Oui. Il faut aujourd'hui que quand on est leader politique, syndicat, société civile et autres, on s'organise. Si vous ne faites même rien, ils viendront vous s'attaquer à vous. Oui. Vous avez intérêt plutôt à faire quelque chose. On a intérêt à faire quelque chose. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que c'est quand les blogueurs disent, écoutez, c'est le peuple qui est le leader, c'est symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Oui. Entre eux, ils s'entendent, ils lancent des mots d'ordre, ils se concertent avec d'autres et ça prend. Ça a l'air magique, mais c'est parce que ça doit se passer que ça se passe ainsi. Le Togo écrit son histoire là comme ça. Le Togo écrit. Demain, on constatera. C'est ça, et tout le monde le constatera. C'est justement ça aussi, c'est aussi ça ma vision de la chose, c'est que oui, effectivement, on peut s'inspirer de l'histoire des révolutions de tel pays, mais quand on croise les choses, quand on met les choses en relief, c'est que la voie du Togo, la voie que le peuple togolais est en train de tracer devient une voie exceptionnelle, une voie atypique, peut-être une voie unique aussi à elle, qu'on enseignera peut-être demain, en fait. C'est ça. Je partage une petite réflexion que je faisais hier à un moment donné. J'ai fini un temps de réflexion et de méditation. Ça portait sur le régime. Le régime. Et puis je suis là, je dis, le jour où ce régime va tomber, il faudra une décennie, au moins une décennie, à des historiens, à des anthropologues, des sociologues, des hommes de droit et tout ça, de bien réécrire l'histoire et tout le parcours qu'on a suivi, qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Au moins une décennie pour ça. Tout au moins pour analyser uniquement même le régime dans son fonctionnement, il faudra vraiment, vraiment beaucoup de temps pour mieux comprendre justement tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Espérons-le, le tunnel, la lumière est en train de luire maintenant. On va bientôt voir donc le bout du tunnel et c'est ça justement donc notre espoir, je l'espère. Est-ce que avant... Je partage ta conviction, mon frère. Ouais, c'est ça. C'est. En tout cas, merci. Donc, avant de laisser, il y a beaucoup de gens qui font déjà la demande pour monter dans le panel, donc ça va être certainement très, très, très intéressant, très chaud tout à l'heure. Ils auront des questions à te poser et tout ça. Mais si je te demandais de résumer les approches gagnantes qu'on doit aujourd'hui mettre en place. Je vois quelque chose qui est très intéressant dans ta façon d'analyser, de réfléchir également, et ça, je te le reconnais depuis très longtemps, c'est que tu n'es pas dans un dogmatisme trop asséché, là. Si tu dois vraiment dégager, au fait, les approches qui doivent être des approches gagnantes pour nous aujourd'hui, et quelles seront ces approches-là? J'avoue que c'est une question difficile, mais voyons, réfléchissons à haute voix, Cyril. Okay. Je vais formuler ça sous forme d'une théorie de changement. Ok. Si une masse critique de citoyens togolais de l'intérieur et de l'extérieur du pays est convaincue que le moment est venu d'œuvrer pour le changement, si ces acteurs arrivent à formuler le message du changement de manière à ce que cela touche le maximum de compatriotes, où qu'ils se trouvent, si des pays africains et non africains comprennent le sens du combat des Togolais pour le changement, et si l'ensemble de ces acteurs togolais essentiellement arrivent à formuler non seulement le processus de changement, mais également ce qui va se passer après ce changement, alors le vieux régime du RPT Unir va chuter et beaucoup de Togolais trouveront leur compte dans ce changement parce que ce n'est plus un changement virtuel qu'on vend en disant, écoutez, il y en a qui sont restés trop longtemps ou il y en a qui sont dans telle ou telle famille.
Donc, vous voyez, une série de postulats qui soutiennent le besoin du changement et le résultat attendu qui est que ce changement en qualité va pouvoir profiter à développer la nation togolaise. Voilà la vision que nous devons forger, affiner, améliorer pour que ça touche le maximum d'acteurs. Oui. Quand je suis là et puis spontanément je vais sur TikTok ou je brasse sur X ou sur Facebook et que je lis mes compatriotes, je ressens une certaine fierté depuis quelques semaines. Parce que de plus en plus de gens y croient. Je multiplie ça par un facteur. Ce facteur multiplicateur là c'est le nombre de Togolais qui, pour le moment, n'arrivent pas à prendre la parole. Et je me dis que c'est massif. Voilà, dit en quelques mots, quel est le sens de ce processus dans lequel nous nous engageons et comment il va s'améliorer au fil du temps. Je vois d'ailleurs, dans le panel que tu as invité, quelques visages que j'ai la chance de connaître. Je pense à Tino Agbelengo, qui un vétéran de la lutte, je pense à mon frère Omar Rickson, je pense à Abel Kovek qui sont là, et je suis content qu'on puisse ensemble avancer dans cette discussion, cette causerie citoyenne togolais. En tout cas, merci encore Cyril de l'opportunité de partager mes pensées avec vous. Non, si tout l'honneur est à moi et je suis très honoré. Les abonnés de notre communauté sont également heureux d'avoir quelqu'un comme toi. D'ailleurs, je dois tout de suite dire que tu es la toute première personne que j'ai invitée officiellement, donc pour nous entretenir de par son expertise, de par son expérience de terrain, mais également, et ça je ne le cache pas, de par sa capacité de réflexion. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de collecter des expériences, de vivre des expériences morceau par morceau, mais être capable vraiment de donner un fil de réflexion, un fil vraiment logique à tout ça, et qui est très important pour moi et auquel je suis sensible. Et puis quand je regarde également la qualité des interventions sur en tout cas des gens qui posent des questions dans nos panels, c'était important d'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui. Et c'est donc au nom de tous les abonnés, de tous les invités, de tous les abonnés donc de ma communauté, je te remercie. Alors maintenant, nous allons ouvrir le bal des questions donc à l'endroit de notre invité. Nous allons commencer tout de suite par El Lutz. Après El Lutz, ça va être Tino, et Tino, ça va être Omar Rickson, Abel. Alors, on commence avec El Lutz, cher René. Oui, bonsoir. Bonsoir au jeune frère Dani, comment tu vas? Bonsoir à Tino, à Roman Rickson et aux autres panélistes. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai écouté toutes les réflexions du début jusqu'à la fin de mon frère Dani. Il a beaucoup parlé, il a dit beaucoup de choses. Si j'ai bonne mémoire, Cyril, tu disais tantôt que la réflexion se porterait sur l'unicité d'action dans cette lutte ou dans cette révolution en préparation. Et c'est dans ce sens que moi je vais. Sinon, je dirais que Dani a dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord, entièrement d'accord. Autrement, je risquerais de répéter ce qu'il a dit. On n'hésite pas. Le point sur le tu vois, comment habilement, en tant que pédagogue, comment il a transformé la notion d'unité d'action en cadre de concertation et en cadre de collaboration, justement, pour pouvoir être en phase avec ce qu'on peut attendre, qui est la mobilisation massive et pour faire chuter. Vas-y, partage tes expériences aussi avec nous et tant que ça s'inscrit justement dans cette dynamique et la sécurité. Alors, merci. Et alors, ce que je dirais, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, on assiste à ce clivage-là qui
qui s'installe au cours de ce mouvement, de cette manifestation, ce qui est très malheureux. Et ces clivages-là ont existé depuis le temps. Et ce serait bien qu'on en parle pour crever l'abcès, parce que on a un défaut chez nous les Togolais, c'est que on n'aime pas parler des choses parce que on veut pas froisser quelqu'un, ou parce qu'on aime bien quelqu'un, on veut pas aller se porter en faux par rapport à lui. Donc on se tait, mais il y a une situation qui nous taraude et qui nous fatigue, mais dont on ne parle pas, et qui constitue la plaie qui est là, qui se gangrène et qui nous nuise. Et donc, il faudrait en parler. Il faut parler de quelles sont les causes du clivage dans la lutte de libération du Togo. Et moi, c'est ça que j'aimerais, c'est sur ce plan-là que j'aimerais plus me porter, en disant que oui, en fait, les clivages dans la lutte de libération du Togo ont commencé après la conférence nationale. Parce que jusqu'à la conférence nationale, on avait assisté au code 1, au code 2, et puis on avait tout le monde, parce que l'objectif c'était la conférence nationale. Et tout le monde a œuvré pour cela. Mais après les conférences nationales, où les partis politiques ont occupé le terrain politique, les clivages sont apparus. Parce que tout le monde ne vise que le fauteuil présidentiel. Et donc, on fait tout, on berne les gens, on raconte des bobards, on utilise tous les moyens pour dire que c'est moi. Tout le monde se croit être. Or, malheureusement, au Togo, il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 10 000. Et donc, à un moment donné, et le fauteuil est déjà occupé par quelqu'un. Donc, l'intelligence et la sagesse auraient voulu que nos grands leaders, les opposants d'antan, s'entendent sur un point jusqu'à ravir le pouvoir de celui qui le détient avant, et ne serait-ce que dans les premiers temps faire un gouvernement d'union nationale où tous les partis feront partie pour mettre le Togo sur les rails avant de commencer à faire la bataille politique, mais cela n'a jamais été fait. J'ai même dit qu'il commençait à se torpiller depuis, parce que moi, je vais vous dire, à la conférence nationale, moi je suis l'un des gens qui pensaient que la transition est un acte hautement politique et ça prend un politicien pour le faire. C'est pour ça que moi j'avais voté pour Ninevi à la conférence nationale. Parce que au moins si Ninevi ne réussissait pas, son parti doit être tenu responsable. Mais justement, les gens ne voulaient pas que d'autres prennent l'avantage sur eux. Ils ont inventé l'histoire d'un homme politiquement neutre. Or, on sait qu'il n'y a pas d'homme politiquement neutre. Et bon, quand on lance ça, un homme politiquement neutre, quelqu'un qui est moindrement intelligent va dire, ben, mais je vais me mettre en dehors des partis politiques pour qu'on puisse me choisir. C'est ce qui s'est passé. Et donc, surtout qu'on disait à haute voix que bon, celui qui conduira la transition n'a pas le droit de se représenter et tout ça. Mais après, à la fin de la transition, on a bien vu Kofigo qui a formé son parti politique, donc pour se relancer dans l'arène. Donc, voilà un peu comment les choses ont commencé. C'est quand il s'agit du pouvoir, c'est quand il s'agit de qui va occuper le fauteuil présidentiel que le problème se pose au Togo. Et tout le monde a son petit clan qu'il essaie d'arnaquer, de tromper pour lui faire croire que c'est moi qui pourrais, c'est moi qui pourrais. Et c'est comme ça qu'on a fait des petits adeptes des partis politiques au Togo qui s'insultent et qui
s'envoient des attaques et on a laissé le but principal qui était le régime qui est en place et toutes ces luttes-là internes n'ont profité qu'au régime RPT d'antan et qui continue de profiter au RPT unir. Moi, par expérience, moi je dirais la seule chose la seule union qui a donné de quoi au Togo, c'est le collectif des étudiants qui a pu obtenir un résultat au Togo parce qu'on était trois associations, on ne se connaissait pas, mais quand l'intérêt du pays était, on a su se mettre ensemble. On a dit, bon ben, toi, on croit qu'on a les mêmes objectifs, on s'est mis ensemble et sans se... Bon, quand des gens sont ensemble, il y a toujours des petits conflits de personnes qui s'installent inévitablement, mais on a transcendé ça et on a mis en avant l'intérêt supérieur du Togo. La question que les... Exactement, vas-y, Charles. Oui. Et si les gens observent bien, les acteurs du collectif, hein, ce n'est pas qu'on est des incultes, on était des étudiants, tout le monde savait. Et la plus grande partie, on a fait du droit. Mais aucun n'est rentré dans un parti politique. C'est comme on s'est donné, on a dit, c'est qu'on s'est donné tacitement le mot qu'on serait les veilleurs. On va veiller sur ce qui va se passer et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la politique, parce qu'on n'en est pas, on n'en est pas capable. Mais c'est parce que on veut rester surveillé pour surveiller les déroutes et autres. Malheureusement, beaucoup, quand les partis politiques sont venus s'installer, et toutes les associations ont laissé la place aux partis politiques pour opérer, mais malheureusement, ces partis politiques n'ayant vraiment pas été des acteurs de ce qu'ils sont en train de vivre, n'ont pas su comment profiter des aubaines qu'on leur a offert. C'est ça. On va laisser Dany réagir par rapport vraiment, ta thèse ou ta question centrale était déjà portée sur l'autopsie, si tu veux bien, l'autopsie des clivages politiques et tout ça. C'est qu'on va laisser Dany réagir par rapport à ça. Peut-être après tu vas apporter, greffer d'autres expériences là-dessus, cher Dany. Merci. Oui. Je crois que non, je respecte le point de vue du compatriote. Ce que je dis et je réitère est que les savent se mettre ensemble. Hein. L'histoire des 30 dernières années a montré une panoplie d'initiatives, de convergence, d'alliances et autres. Ce que les Togolais ne savent pas faire, c'est de se mettre ensemble et atteindre un but en se donnant le temps qu'il faut et les moyens qu'il faut. Ça, ils ne savent pas le faire. OK? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont assis à Lomé qui ne savent même pas ce qu'ils revendiquent. Il y en a qui sont encore là, juste, qui critiquent, qui font former la peine une petite critique. Qui ne peuvent pas, quand même, les médias internationaux, le temps de la parole, dire écoutez, on nous a imposé une constitution, nous sommes contre. Il y en a qui ne comprennent pas qu'il faut combattre la constitution de la 5e République, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est autour de ça qu'il faut regrouper les Togolais. Parce que quand vous combattez cette constitution, et que la pression est forte, et que le dictateur dit ok, je retire ma constitution, c'est que lui tombe en même temps. Donc, moi, personne ne peut me dire, écoutez, tel que tel regroupement était mieux que tel autre, non. Et puis, on ne peut pas me convaincre, évidemment, je respecte par contre le point de vue qui dit que l'émergence, l'avènement des partis, à ce moment, les partis, on les observait, on les regardait, au surplus, on les accompagnait, qu'on soit dans le pays ou à l'étranger, pour dire, voilà, on les encourage. Et chaque fois que quelqu'un essaie quelque chose. Pendant ce temps-là, le front citoyen, le front social a sombré. Les syndicats qui contestaient ont disparu.
La société civile a disparu. Ils ont fini par tordre le cou même aux médias. Vous voyez, le régime vient d'annoncer une aide à la presse de plusieurs dizaines de millions de francs. Mais les médias auxquels ils distribuent ça, c'est des prébendes qu'on donne à des journalistes qui mentent à longueur de journée pour soutenir un régime qui ne mérite même pas d'être soutenu. On est là aujourd'hui. Donc, la question principale, l'unité d'action. Il n'y a pas d'unicité d'action. Unicité d'action veut dire action unique. Je combats cela. L'unité d'action veut dire l'alignement sur une action qui est possible de conduire à l'objectif commun. Unité, se réunir pour aller vers le même but, chacun apportant sa contribution selon ce qu'il sait faire. Donc, je respecte ce point de vue de notre compatriote, mais ne dormons pas sur nos lauriers, quoi. Et on ne peut plus tirer grand-chose du système partisan togolais. Il est pourri. S'il faut aujourd'hui, moi, quelqu'un dit, on va dissoudre tous les partis politiques au Togo, je milite pour ça. Oui, je suis d'accord. Parce que la lutte actuelle n'a plus besoin de partis. Parce que les partis sont faits pour conquérir le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État en démocratie ne se conquiert pas des élections. Au Togo, le régime a dit on ne veut plus d'élections. Dans ce cas-là, vous balayez tout, vous revenez en arrière, on malaxe tout et on revient, on recrée un nouveau système partisan. Et tu rejoins parfaitement quand tu dis ça, cher René. Moi, je m'aligne aussi sur cette vision-là, mais quand tu en arrives à cette conclusion, qui est finalement une posture pour toi, une position pour toi, c'est parce que tu as fait le constat que il y a eu des problèmes de leadership, des problèmes d'hommes et tout ça. Ou bien est-ce que c'est juste pour des questions éthiques que tu choisis de ne pas t'attarder sur le passé, tout ça? C'est ça? C'est ton positionnement? Mon positionnement est que il y a des partis de lutte. Il n'y a pas de parti de lutte au Togo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des partis qui comprennent qu'ils peuvent conquérir le pouvoir d'État sans passer par l'élection. C'est ça. Voilà. D'accord. Ces gens de partis politiques s'organisent comme l'ANC s'organise comme d'autres partis, des partis communistes dans le temps. En Afrique, on a connu des grands partis communistes en Afrique par le passé qui ont combattu pour l'indépendance. Après, tout ça a disparu. Mais c'est des partis au supplice quand le feu sont clandestins. Des gens parfois dorment dans la brousse pendant longtemps, pas savent ce qu'il faut faire. Il y a des cellules dormantes qui savent ce qu'il faut faire au moment opportun. Mais quand vous êtes là, et puis vous vivez normalement comme dans un pays normal, alors que tout va mal, et que vous vous appelez parti politique, dans un système où tout est verrouillé, et que vous ne servez à rien. Je ne dis pas ça pour critiquer un parti politique, c'est qu'il n'y a pas de parti adapté à la dictature aujourd'hui. Sinon, c'est lequel? Vous voyez? Sinon, ce parti-là, soit son leader serait en exil, serait en prison. Voilà mon point de vue qui n'engage que moi. C'est ça. Donc, très intéressant, c'est... Est-ce qu'elle lutte en une minute, est-ce que tu aimerais greffer quelque chose d'autre là-dessus? Bon, il y a quelque chose à... oui, vas-y, Danny. Non, je pensais que Cyril m'interpellait, sinon j'allais dire comment j'allais finir pour ce sujet. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, Cyril, il connaît mon point de vue sur les partis politiques. Donc, les partis politiques, pour moi, n'ont plus leur place dans cette lutte. Et donc, il faudrait que... Mais je ne dis pas, si je dis que les partis politiques n'ont plus leur place dans cette lutte, ça ne veut pas dire que ceux qui font partie des politiques ne doivent pas mener une lutte citoyenne. Ça, c'est une différence qu'il faut apporter parce que des gens pensent que quand on dit pas de parti politique, ça veut dire que les partisans des partis politiques doivent aller dormir. Parce que moi, j'ai toujours dit, il faut que les partis politiques laissent leur manteau de parti politique et se joignent à cette lutte comme des citoyens. On va faire une lutte citoyenne et après, on verra comme Daniel a dit, ça fait longtemps que je le crie, qu'il faudrait au Togo 9 millions d'habitants sans parti politique, c'est de la pagaille. Il faudrait dissoudre tous ces partis politiques et recréer un nouveau parti, un nouveau système togolais. Il faut, comme j'ai l'habitude de dire, il faut assainir le paysage politique togolais pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Aux États-Unis, ils sont 300 quelque chose millions d'habitants, mais ils n'ont que 2 partis politiques.
deux grands partis politiques. Pourquoi 100 partis politiques au Togo, nous qui avons seulement 9 millions d'habitants? Donc, je crois que la lutte là, ça a dépassé les partis politiques. Donc, ceux qui crient partis politiques, moi, je ne compose plus avec les partis politiques. Et moi, ma lutte à moi, c'est de faire comprendre que les partis politiques n'ont plus leur place dans cette lutte-là et que tous ceux qui font quelque chose présentement doivent. La dernière fois, je le disais sur un panel, il faudrait que les gens se concertent parce que les positions peuvent être différentes, mais pas. Il y a toujours moyen de concilier les positions pour que les gens puissent attendre pour un minimum pour pouvoir. On n'a pas besoin de faire des discussions en public, mais des gens qui sont devant les trucs qui ont des grandes écoutes, ils n'ont qu'à aller peut-être faire des conférences physiques, se rencontrer physiquement ou sur Zoom pour discuter des grandes lignes de où est-ce qu'on veut en venir, à quoi on veut en venir pour qu'on puisse, à partir de là, chacun puisse porter le même message, quel que soit là où il se trouve pour l'envoyer là où ça doit aller. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais laisser la place à d'autres aussi pour intervenir. Merci. Merci beaucoup. Daniel a dit, les actions peuvent différer, hein. C'est que les stratégies peuvent être relativement différentes, mais ce sur quoi on se met d'accord, les revendications doivent être les mêmes. Tout au moins, ça doit être quand même le socle pour faire justement donc, à ce cas de collaboration, de concertation. Je signale entre-temps, monsieur ou madame Henri qui est là. Ici, s'il vous plaît, il n'y a pas, c'est pas un espace pour promouvoir les pensées de qui fait quoi, qui a dit quoi, de revenir à qui. Non, non, non. Je ne vous bloque pas pour l'instant, mais je signale ici, on réfléchit. Cyril. Ce ne sont pas des partis politiques, oui. Oui, aidons-le même à comprendre. J'ai lu son commentaire. Nous, on ne s'attaque pas aux partis politiques aujourd'hui. Hein. Ouais, on dit que les partis sont devenus inutiles dans le contexte actuel. Exactement, c'est ça. Et la vérité est qu'ils ne pèsent même plus grand-chose. OK? Et moi, les gens actuels, ce qui m'intéresse même, c'est quoi? Les militants des partis, là, il faut les appeler à rejoindre le peuple dans la lutte. OK? Les partis en tant que tels, on n'a pas besoin qu'ils prennent leurs étendards pour dire venez. Et on ne s'attaque pas aux leaders de parti. Celui qui fait ça, c'est que lui aussi, il est un élément nuisible de la lutte du peuple. Il ne faut pas attaquer les partis politiques. Il faut les persuader à rejoindre la lutte du peuple. En demandant à leurs militants s'ils en ont encore, parce que beaucoup n'en ont plus grand-chose. Les partis avaient pesé très lourd, hein, avant quand les partis appelaient les militants, on sait qui contrôlait quel quartier, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est pour cela que les partis, quand ils appellent des manifestations, il n'y a pas du monde. Donc voilà, il faut que ce soit clair là-dessus. C'est clair, oui, c'est ça. Non, là, je m'adressais spécifiquement à une personne, Henri. Henri, donc, je pense que vous avez pris bonne note à travers ce que je disais tout à l'heure, ce que vient d'ajouter Monsieur Dany. Nous ne faisons la promotion d'aucun groupe politique ici. Donc ici, personne ne s'attaque au Train de Liberté. Je connais quelques membres du Train de Liberté que je respecte beaucoup. J'ai eu l'occasion de donc ne faites pas la promotion de qui que ce soit, qui a dit ça, qui a raison, qui n'a pas raison. C'est pas ça c'est pas ça vraiment l'objectif ici. Ici, nous sommes vraiment dans une réflexion, dans une intelligence collective. Donc c'est un peu ça. Monsieur Tino, cher René. Oui, bonsoir, cher docteur Cyril. Et bonsoir, mon pote, mon allié, Dany. Bonsoir, vétéran. Je passe... Content de te voir ici. Oui, très content moi-même. Et je passe par votre canal pour saluer les autres membres qui sont ici présents sur le panel. Oui, je voudrais dire très rapidement que je suis arrivé dans l'émission un peu, pas un hasard heureux, c'est ma femme qui a attiré mon attention sur l'émission. Et quand j'y suis arrivé, voilà Dany qui est le locuteur principal. Je sais que l'émission serait d'une qualité de taille. Bon, donc, je n'ai pas été déçu du tout. Et je voudrais vous remercier le docteur Cyril, remercier Dany pour la qualité des réflexions, des échanges. Je voudrais tout simplement rebondir peut-être sur 2 ou 3 petits points.
Le dernier point concernant la part ou bien le rôle des partis politiques dans la dynamique actuelle du Togo. Bon, ce n'est pas juste de la bien-pensance que d'affirmer qu'aujourd'hui, ce n'est pas un contexte où les partis politiques, en tant que formation politique destinée évidemment à conquérir le pouvoir à travers leur offre programmatique et tout ça, que ce n'est pas le moment approprié pour une lutte partisane. J'ai tenté depuis quelques mois d'installer cette petite idée, cette petite musique dans l'opinion, en appelant même les partis politiques à décréter un moratoire sur la vie partisane. Parce que nous le savons que dans une dictature incandescente comme celle du Togo, on ne fait pas du multipartisme. Et même si il nous est arrivé dans notre parcours, dans notre trajectoire, de nous retrouver dans une situation où les charrues sont désormais posées devant les bœufs, nous pouvons quand même faire preuve d'intelligence collective pour réajuster cette erreur d'attelage. Je l'ai dit, j'ai tenté d'élargir cette idée, cette réflexion dans l'opinion, mais malheureusement, ça n'a pas reçu beaucoup d'écho. Seule Madame Adjamagbo m'a approché pour en savoir un peu plus. Pourquoi quelle est cette vision que j'avais en affirmant que les partis politiques devraient être mis en veilleuse. Parce que nous avons besoin d'un corpus collectif en termes de flux dynamique pour faire face aux défis essentiels qui se posent aujourd'hui et qui est la fin du régime d'oppression, de dictature et de barbarie dans notre pays. Bon. Le deuxième point, c'est j'ai été très, très agréablement surpris sur l'aspect relevé par Dani, dans lequel il a déploré qu'il y a beaucoup trop d'acteurs politiques, surtout des gens qui ont, dans notre société, eu la chance de bénéficier des meilleures formations. Des meilleures formations, c'est eux qui sont les plus atones. On ne les entend pas. C'est eux les moins engagés dans notre pays, généralement. Et le résultat de cet état de choses, qui est totalement déplorable, est qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes blogueurs qui sont des porteurs de la lutte. Tout à fait. Ouais, je fais la même impression. Quand la démission des plus éclairés, quand les plus éclairés se planquent, ils laissent le champ et la nature a horreur du vide. Tout à fait. Mais ce vide-là est tout à fait approprié pour les circonstances d'aujourd'hui, parce que les formatés, les gens qui sont bien formés, c'est des standards de nos sociétés. Et eux, ils pratiquent généralement le politiquement correct. Et nous savons aussi que paradoxalement, le politiquement correct ne marche pas au Togo. Donc, c'est un effet d'aubaine que nous devons saluer, qu'aujourd'hui notre lutte soit portée par des blogueurs qui sont prêts à tout casser. Ce n'est pas un fait en soi que nous devrions déplorer, mais nous devons reprendre ça, encadrer ça et l'encourager, comme nous sommes d'ailleurs en train de bien le faire. Donc ça nous permettra de faire un bon qualitatif vers l'avant. Voilà, je pense que voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je n'ai pas de questions, mais j'ai juste un commentaire, j'ai juste un mot des contributions d'encouragement et de félicitations pour la qualité des réflexions, et l'émission est de très haut vol. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup, cher René. C'est très intéressant. C'est la notion de cette proposition de moratoire sur la vie politique actuellement. Oui, ça peut être aussi une très bonne approche. En tout cas, nous, on jette tout simplement des idées, des réflexions ici, et c'est intéressant que cette réflexion vienne dans notre arène de réflexion pour qu'on puisse aussi nous en saisir et voir de quelle façon on peut relayer cela ou opérationnaliser cela en termes de notre manière de communiquer. Tout ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, je rejoins aussi ce que vous évoquez tout à l'heure sur le fait que c'est pour rien que
ce soit les blogueurs qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on peut appeler, si vous voulez, tout simplement des activistes ou des leaders de la révolution, entre guillemets. C'est pour rien. La nature ne les a pas choisis pour rien. La nature ne les a pas choisis pour rien. Dieu et puis les ancêtres ne les ont pas choisis pour rien. Nous avons quelque part démissionné. Nous qui sommes des élites, entre guillemets, éclairées, on a démissionné. On s'était enfermé dans la bien-pensance, dans le politiquement correct. Et puis, voilà, on a raté quelque part les rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est ce groupe-là, finalement, qui prend le lead des choses. Et c'est très intéressant. Nous devons vraiment les soutenir dans ce sens-là. En tout cas, je ne sais pas si, Danny, tu voulais apporter quelques éléments d'appui à cette réflexion partagée par notre aîné. J'ai la chance d'être en contact régulier avec mon grand frère Tino. Okay. Et j'ai ce privilège-là. Tino, c'est un vétéran. Je l'appelle vétéran. Et Tino, je trouve que l'idée de moratoire que tu as soulevée la mérite qu'on la creuse. Je l'épouse entièrement, je l'adopte. Parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et une fois que c'est fait, ça ne veut pas dire qu'on croise les bras. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs à Lomé encore qui nous écoutent, que nous pouvons rassembler autour de ça. Trouvons l'occasion de le mûrir avec eux et voir comment, avec tous les acteurs engagés aujourd'hui, nous pouvons aller vers un pacte patriotique dont le but ultime est d'en finir avec ce régime et de prendre en main les affaires de l'État du Togo. Nous ne sommes pas des humanitaires, nous sommes des citoyens engagés. Nous avons de la qualité. Il y a de la qualité au Togo. Beaucoup de gens de qualité au Togo sont dans la périphérie, à Lomé. Ils ne dirigent rien, ne sont nommés nulle part, ne regardent pas la TVT le mercredi où ils nomment souvent les gens parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais nommés. Mais ils ont de la qualité. Ils sont innombrables dans la diaspora. Le moratoire est une bonne idée. Une fois que c'est décrété, une fois que certains partis auront adhéré à cela, ça va envoyer un message très fort au régime et au monde entier. C'est tout à fait. Grand frère Tino, pensons aussi à comment nous pouvons pousser à ce pacte patriotique-là qui va souder l'union des Togolais aujourd'hui vers ce que nous désirons le plus. Merci beaucoup. Merci, absolument, oui. Merci. Moi aussi, j'emploie absolument. C'est formidable. Et ça, c'est une conviction aussi que je partage. Je sais pas pourquoi quand je regarde un peu notre histoire, je dis, mais qu'est-ce que ce pays-là m'a donné en fait? Le pays-là, il n'y a pas eu de bibliothèque, il n'y a pas eu de monuments, on nous a pas raconté les bonnes histoires et tout ça. Mais j'ai grandi avec cette conviction, pour rejoindre maintenant ce que tu disais, Danny, que le peuple togolais est un peuple qui regorge de talent. Et là, tout de suite, quand les Allemands faisaient les premiers contacts avec le peuple togolais, ont tout de suite réalisé que c'est un don, peut-être, je sais pas, mais je me demande si c'est un don. Les Togolais sont des gens, des têtes bien formées, des gens qui sont très très réfléchis et qui sont là aujourd'hui sur le territoire et dans la diaspora. Et on peut effectivement compter sur ces ressources-là. Pour aller vraiment pousser la lutte vers l'avant et faire sauter définitivement ce régime et puis penser maintenant à la reconstruction de notre pays comme l'a demandé Madame Nyakade dans sa déclaration. Je reviens toujours sur ça, l'appel à la reconstruction du Togo qui demande aux têtes, aux esprits éclairés de la nation donc de se réveiller, de commencer dès maintenant en fait à entreprendre des initiatives qu'on n'attende pas vraiment demain pour le faire mais qu'on le fasse maintenant. Et voilà, quelques éléments que je voulais juste jeter aussi pour... intéressant. Cher aîné Tino, peut-être rester encore. Romain Rickson, cher aîné. Oui, bonjour Cyril, je salue tous les panélistes, Dani, mon grand frère Tino et autres qui sont en ligne aujourd'hui. Je suis très heureux de retrouver Dani avec sa verve qu'on le connaît. J'aimerais développer quelques points dans ce débat aujourd'hui. Premier point. Les partis politiques sont une fille de la démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en démocratie qu'on a les partis politiques.
C'est en démocratie que le parti politique peut jouer son rôle. Puisque nous sommes en dictature, nous sommes dans l'autocratie, il faut se mettre ensemble pour libérer le pays d'abord. Et lorsque nous serons en démocratie, les partis politiques auront leur sens. Deuxième point. Quand tu demandes à tous les leaders des partis politiques quel est le rôle de leur entreprise, ils vont vous dire le rôle d'un parti politique, c'est d'acquérir et d'exercer le pouvoir. Mais on a oublié de leur dire que pour y arriver, ils n'ont qu'un seul instrument, qui est l'élection. Or, les 35 dernières années ont démontré au Togo que les élections n'ont pas de sens. Selon Justin Butler, professeur de sciences politiques aux États-Unis, l'élection est le moyen par lequel le peuple se choisit ou bien élimine ses leaders. Est-ce que les 35 dernières années, l'élection a permis aux Togolais de se choisir leur leader? Non. Donc, en conclusion, l'élection n'a pas de sens. Puisque l'élection n'a pas de sens, or les partis politiques n'ont que l'élection pour arriver à leur objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là où on arrive à la lutte citoyenne pour libérer le pays. Que tu sois Kabier, que tu sois Anna, que tu sois Wati et tout ça là. Hier, je vais rarement dans les fêtes. Mais hier, je m'étais permis, après des prières intenses, d'aller dans une fête togolaise. Quand on a entonné une chanson Kamou, moi, Aïkoué, Minan et les autres, il y avait une femme Kabier, un jeune homme Kabier parmi nous. Quand on a commencé par danser le Kamou, non, moi, j'avais des larmes aux yeux. Parce que nous, Togolais, nous savons que nous sommes un seul peuple. C'est ce régime qui a mis cette division. Le jour où Fayasiko va tomber, vous allez voir comment les gens vont pleurer, comment les gens vont pleurer de joie, comment les policiers, les gendarmes, les militaires vont pleurer dans les bras des civils, comment les mineurs vont pleurer dans les bras des Wati, comment les Wati vont pleurer dans les bras des Kabiers, comment les Kotokoli vont pleurer dans les bras des Adja, Anna et autres. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire une lutte citoyenne. Maintenant, quand on parle de lutte citoyenne, le point prochain, nous ne parlons pas de fusion, mais nous parlons de coopération. Je ne suis pas membre du M66, du M66. Mais puisque le M66 tire dans la direction que je veux, moi aussi je tire dans la même direction. C'est ce qu'on appelle la coopération. Il n'y a pas de fusion. Je ne suis pas obligé d'aller porter un habit rouge, être parmi eux. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce que je fais, je viens de recevoir une lettre. Moi, je suis dans la diaspora, Tino me connaît très bien, je fais un bon travail de diplomatie. Je viens de recevoir une lettre du ministère du développement, et j'avais reçu une lettre l'autre fois du Parlement allemand, que je suis en train de traduire pour des fins utiles. Je sais que le travail, vous avez dans la lettre que je viens de recevoir la semaine passée, le travail que le M66 a fait, qui a commencé le 6 juin 2025, ce travail-là a été mentionné. Ça veut dire que ces jeunes-là, ce qu'ils ont commencé à faire au Togo, ça a un sens. Il faut reconnaître le don de chacun. C'est le problème des Togolais. Je suis docteur en psychosocial. Je suis master en sciences politiques. Je suis bachelor en sociologie. Mais quand il s'agit de mobiliser les Togolais comme les blogueurs là le font, je ne peux pas. Ça c'est pas ma force. Je suis aussi activiste sur les réseaux sociaux. Mais eux là, parce qu'ils ont été des artistes et beaucoup de choses, ils mobilisent. Et donc, je les suis. Ils mobilisent le Togo. Maintenant, ça c'est leur force. On va l'utiliser. J'étais directeur régional dans une entreprise. Il y a une femme allemande qui travaille chez moi. Elle a un peu le poids. Donc, elle ne se déplace pas. Elle ne va pas aux réunions. Elle ne va pas, comment on dit. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de mes employés qui venaient se plaindre contre elle chez moi. Mais ce que j'ai remarqué est qu'on travaille avec l'État. La femme là, elle est sur l'ordinateur du matin jusqu'au soir. Ce qu'elle écrit en l'État, quand je lis, mais l'allemand qu'elle parle, le niveau c'est allemand administratif, le niveau puissant. Elle fait un travail propre. Mais les gens voulaient que je la liquide. J'ai dit, mais je ne peux pas le faire. Chacun a ses forces et ses faiblesses. La faiblesse de cette femme, c'est qu'elle ne se déplace pas pour aller au rendez-vous, tout ça là. Mais au bureau, elle est super. Et donc, moi, j'ai besoin d'elle. Reconnaissons le travail de chacun. Quand Fayasiko va quitter le pouvoir, et on va demander maintenant,
et quels sont les gens qui vont être les ministres et tout ça là. Est-ce que c'est Zaga qu'on va prendre pour être le président, pour remplacer Fort? Non. Mais il a la force. Les Zaga, quand j'ai vu Togué, PC et tout ça là, prions Dieu pour que Dieu les soutienne. Pour que Dieu les soutienne, pour que Dieu leur donne la force pour faire le travail qu'ils font. À la fin, nous autres, nous avons aussi notre part à faire dans ce boulot. Reconnaître le don que Dieu a donné à chacun d'entre nous et apprécier nous les uns les autres. Maintenant, pour finir, j'aimerais dire à mes citoyens, à mes concitoyens, il y a une date qui vient, le 30 août 2025. Une date fatidique dans l'histoire de notre pays, le Togo. Même si j'ai des bisbilles avec Dani, je vais taire ces bisbilles pour l'instant. Quand le 30 août, là, on va commencer, comme Cyril l'a dit l'autre fois, ça peut être comment on dit, un box camp. Je n'arrive pas à parler français. Ça peut être, comment on dit, Dani, Cyril, comment tu l'as dit en français? Aidez-moi en français un peu. Ça va être un pugilat. Un pugilat, hein? Un combat de boxe. Ça peut être un combat de boxe. Merci beaucoup. Je suis devenu allemand. Donc, on va le 30 août là pour donner un coup KO à M. Fonia Singbe. Si on ne réussit pas le 30, le 31, on continue. Si le 31 ne réussit pas, le mois suivant, le premier, on continue. Jusqu'à ce qu'il tombe. Comme les boxeurs, ils rentrent dans le rang. Ils rentrent pour battre l'adversaire dans le premier rang. Si ça ne réussit pas, ils vont au second jusqu'au dernier rang. Et puis, s'ils n'arrivent pas à battre la personne au KO, on compte les points et ils gagnent. Comme je viens de vous le dire, je viens d'avoir une lettre puissante du gouvernement allemand qui me dit qu'il suit. Il suit de près ce qui se passe au Togo. Les protestes, les manifestations qui se passent au Togo, les protestations du peuple. Le gouvernement allemand suit de près. Ils m'ont donné la somme qu'ils ont promis au Togo depuis 2023. Je vais vous donner la somme là après. La somme qu'ils ont promis, attendez que je vois. J'ai le papier encore ici. On peut revenir dessus dans un deuxième round si on a le temps, justement. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que toi, tu parlais de synergie et puis de fusion. On ne demande pas aux partis qui sont dans le paysage politique togolais d'être dans une fusion aujourd'hui, mais plutôt dans une synergie d'action. Dani, lui, il a explicité justement la notion d'union et la notion d'unicité. Dans ce sens-là, de convergence, de synergie. On ne demande pas vraiment aux gens de renoncer à leur identité politique en tant que telle aujourd'hui. Si demain, encore, ils sont dans le paysage politique togolais, tant mieux, mais c'est pas comment ils vont se reconstituer. De toutes les façons, la façon dont les choses se présentent aujourd'hui, en tout cas, va les contraindre à redéfinir un nouveau cap, à redéfinir de nouvelles orientations s'ils veulent quand même prospérer encore demain. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il faut dans une synergie d'action autour des revendications qui sont le départ de Fort et puis la fin de ce régime. Et puis maintenant, on posera les bases pour la reconstruction du Togo. Et là, qui fera quoi? Qui fera... Voilà, ça on le verra, ça on le verra. Mais je ne dirais même pas qu'il faut attendre la fin justement donc du régime avant que les esprits éclairés réagissent. Moi, le plus important pour moi, en tout cas, c'est ce que moi je considère, c'est que là maintenant, tout au long donc de la lutte, il faut que ces idées, ces esprits éclairés là, ces élites là émergent et commencent à jeter donc leurs idées, leurs pensées novatrices dans la lutte. Donc c'est tout ça.